Voilà, bonjour à tous, bonjour John. Bonjour Jérémy. Alors nous sommes avec John Pitzes et Jérémy Cheniavski pour discuter des enjeux du tennis sur les cours, en dehors des cours. Et après avoir discuté la semaine passée des logos, de l'évolution des logos de l'ATP, nous allons aujourd'hui passer en revue 2018. 2018, année tennistique, année de transition, Mhm, année de transformation, année de questionnement, mhm. année charnière. Ouais. Alors John, premières images, premières pensées, premières associations qui te viennent quand tu penses à cette année 2018 du tennis. Les arbres et la forêt. Les arbres, il y en a trois et on les connaît. C'est Roger Federer, c'est Novak Djokovic et c'est Rafael Nadal. C'est-à-dire les trois joueurs qui font dépenser 80% du papier et de la plume consacré au tennis professionnel cette année. Et puis la forêt, c'est-à-dire d'abord beaucoup de joueurs. Il ne faut pas oublier que le tennis professionnel, ce sont des centaines de joueurs qui, chacun à leur manière, essaient de faire vivre et de vivre de ce circuit. C'est une génération de nouveaux joueurs qui n'est peut-être pas aussi talentueuse que les générations des trois joueurs précités, mais qui cette fois-ci est sans doute suffisamment talentueuse que pour prendre leur pas dans les 2-3 années qui viennent, contrairement sans doute à la génération des Nishikori, Goffin, Dimitrov. Dimitrov, etc. Et puis tout simplement une phase de transition, de questionnement, de fragilisation, de vulnérabilisation du circuit dans son ensemble, avec d'une part une forme de pluralisation des formes de compétition, avec une réforme de la Coupe Davis, avec la réintroduction de cette compétition, d'une compétition par équipe, mais cette fois gérée par l'ATP, avec une forme d'intégration de la Lever Cup dans le calendrier, avec aussi beaucoup de questionnements quant à l'organisation du circuit à ces niveaux 2 et à ces niveaux 3, donc au niveau de l'organisation des challengers et au niveau de l'organisation des futurs, et surtout au niveau de l'organisation des compétitions qui doivent permettre la transition des joueurs de niveau junior à compétition de niveau futur. Donc vraiment pas mal de questions. Et au centre de toutes ces questions, je crois, une inégalité très considérable de capitaux, peut-être de talents, de pouvoir, de ressources financières entre les 4-5 personnes qui assurent la visibilité et la crédibilité de ce circuit et les milliers de joueurs qui en assurent néanmoins la survie. Sans Djokovic, Federer et Nadal, le circuit n'est pas grand-chose. Mais sans tous les tennisman que ces trois joueurs précités écrasent à longueur d'année depuis 15 ans maintenant, il n'y a pas de circuit non plus. Alors comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est vraiment la question au moment où, il ne faut pas le nier, certes Djokovic a eu une résurgence spectaculaire, Mhm. il est revenu à son niveau qui est très proche de son tout meilleur niveau, Ouais. mais il a quand même 31, 32 ans, Mhm. Nadal va avoir 33 ans, Federer joue les prolongations, euh, Mhm. maintenant il va en avoir 38 dans Mhm. quelques mois. Il est évident que cette transition, elle est là et tout le monde en est conscient et on regarde avec curiosité Ouais. combien de temps est-ce qu'ils vont encore tenir au meilleur niveau. Alors, passons rapidement cette année en revue d'un point de vue vraiment tennistique. Mhm. Donc, début d'année, début apparemment tonitruant pour Federer. Mhm. Il remporte l'Open d'Australie, il remporte Rotterdam, redevient numéro un mondial à la grâce évidemment de l'absence des cours de Rafael Nadal. Rafael Nadal qui lui enchaîne avec une saison terre battue tout aussi écrasante, rouleau compresseur que dans ses meilleures années, ne rencontrant aucune concurrence, perdant un match sans doute davantage lié à la lassitude Mhm. qu'à quel que ce soit d'autres contre Dominic Thiem, c'était au tournoi de Madrid je pense, Ouais. et puis Novak Djokovic. Ouais. Novak Qui revient Djokovic qui comme une revient bombe. et qui Ouais. lui remporte Wimbledon, remporte Ouais. l'US Open et sans partage écrase la concurrence jusqu'à un petit coup de fatigue dans cette finale de Masters qui est peut-être quelque part assez symbolique de cette Mhm. phase Tout à fait. de transition. Ça c'est cette année dans les grandes lignes. La France de nouveau traverse le tableau de la Coupe Davis. Mhm. Compétition certes sapée de son énergie, pas du tout au niveau du suivi populaire, mais en tout cas au niveau de l'investissement, du suivi médiatique, de l'investissement des joueurs du meilleur niveau dans cette compétition. La France avait déjà, on peut le dire, remporté avec beaucoup de chance la Coupe Mhm. Davis l'année Tout à passée, fait. pavoisant de manière un peu inutile, je pense, eu égard aux circonstances, gagné contre une Belgique blessée, diminuée, en ayant atteint la finale sans rencontrer le moindre joueur classé dans le top 50. De nouveau cette année, la même chose, arrivé en finale sans rencontrer la moindre équipe
pas des mauvaises équipes sur le papier, mais des équipes démembrées, une Espagne sans Nadal, etc. Et puis finalement remise à sa place très brutalement par une Croatie qui, elle, constituait une équipe de Coupe Davis solide et indiscutablement méritait de remporter cette compétition qui, comme tu l'as dit John, ne sera plus jamais la même aux grandes dames de ses supporters, puisque une rencontre de Coupe Davis, c'était un engouement national populaire, et c'est très révélateur évidemment de notre nouvelle condition. Mais parle-nous John, parle-nous de ce faux semblant de merveille de début d'année pour Federer. Parle-nous de ce Nadal qui est au sommet de l'Olympe, mais qui est fragile, et parle-nous de ce Djokovic qui apparemment domine tout, mais peut-être pas. Alors, on en a discuté hors de ce blog, Jérémy. Une saison, ça se joue parfois à quelques points dans 2 ou 3 matchs. Et pour moi, il y a 2 matchs qui symbolisent ce fait. C'est d'abord la finale d'Indian Wells, jouée entre Roger Federer et Juan Martín del Potro, un match très équilibré avec des hauts et des bas de la part des 2 joueurs, où on sent bien que Federer est, comme souvent quand il joue supérieur tennistiquement, mais où on sent également qu'au fur et à mesure du match, Juan Martín del Potro devient supérieur physiquement, mais aussi mentalement, parce que les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'on a un joueur qui se rend compte que plus le match va durer, plus il a de chances de gagner. Et néanmoins, le voilà qui doit faire face à 2 balles de match. Federer a 2 balles de match en sa faveur, et normalement, Roger Federer, en finale d'un tournoi, lorsqu'il a 2 balles de match, gagne une de ces 2 balles de match. Et là, il les perd. Et c'est un match très important parce qu'il y a beaucoup de points en jeu. Si Roger Federer avait gagné ce match, il aurait premièrement préservé une forme, peut-être pas d'aura d'invincibilité, mais d'aura presque d'inévitabilité, d'aura du chef, d'aura du patron du circuit, dont il bénéficiait depuis presque un an, depuis sa victoire surprise à l'Australian Open. Et puis surtout, il aurait eu sans doute suffisamment de points que pour garder sa place de numéro 1 quelques semaines précieuses en plus. Il aurait définitivement conservé la place de numéro 1 mondial jusqu'à Wimbledon. Et ça aurait eu un impact, à mon avis, tout à fait décisif sur toute la saison, parce que ça lui aurait mis moins de pression pour remporter tous ces matchs de gazon qui ont fait qu'il est arrivé à Wimbledon en étant un petit peu émoussé, mais aussi ça aurait mis une pression supplémentaire sur ses concurrents. Sans doute. Mais alors, on en vient au 2e match, qui pour moi est le 2e match tournant de cette saison, c'est demi-finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Alors, probablement le match de l'année, je pense. Oui, c'est un match très important. Alors bizarrement, on en a bien entendu parler le jour d'après parce que c'était un match exceptionnel, mais on n'en a pas tellement parlé comme étant le tournant de la saison. Pour moi, c'est incontestablement le tournant de la saison. Bien sûr. Rafael Nadal gagne ce match, il va sans doute gagner la finale, il gagnera 2 tournois du Grand Chelem, mais qui sait, l'US Open après, dans la foulée, puisque Nadal a déjà gagné l'US Open et de brillante manière. Et dans ce cas-là, alors on ne parle plus du tout du retour de Novak Djokovic, au contraire, on continue à parler du déclin de Novak Djokovic. Et puis là, quelques points de ci de là, Novak Djokovic gagne un match qu'il aurait pu perdre 2 ou 3 fois, et tout le récit de l'année change, puisqu'il gagne Wimbledon derrière. À vrai dire, personne n'avait de doute sur le fait qu'il allait gagner la finale. Il faut bien rappeler que le pauvre Kevin Anderson avait fait une demi-finale d'anthologie, anthologie de par sa longueur, un match très très long contre John Isner, et que donc n'importe qui, même le plus grand joueur du monde, n'aurait pas pu défendre ses chances normalement après avoir joué une demi-finale de 7 heures. Oui, bien sûr. Et donc voilà, une saison qui n'est pas du tout en trompe-l'œil, mais qui, il faut le rappeler, une saison, ça n'a jamais une forme d'inévitabilité historique, ça peut jouer sur quelques petites choses. Alors, sur Federer, c'est une saison qui est une saison brillante pour quelqu'un de son âge, on va dire. Exceptionnelle, c'est-à-dire que pour un retraité du tennis, puisqu'à 37 ans, tout le monde est retraité du tennis, gagner un titre du Grand Chelem, 3 ou 4 titres, je ne sais plus, 3, 4, Jérémy Bien écoute, il a remporté Bâle, il a remporté Stuttgart, il a remporté Rotterdam et l'Open d'Australie. Voilà, ça fait 4. Terminé numéro 3, une poignée de points devant Alexander Zverev, c'est tout à fait brillant, bien entendu. Comme il le dit lui-même, une saison où on gagne un Grand Chelem est une saison réussie. Mais de nouveau, un match que nous avons vu, d'ailleurs Jérémy symbolise pas mal de choses, c'est ce match à Rotterdam que nous avons vu contre Andrea Seppi, qu'il gagne en étant meilleur. C'est un match absolument déterminant pour la reconquête de la place de numéro 1, c'est donc un match qui va un peu dans le sens de la légende que tout le monde souhaite voir écrite et réécrite encore par Federer. Et pourtant, nous l'avons vu à la fin du match Federer. Nous avons vu que ce match qui a duré 1h30 l'avait laissé suant et transpirant
Nous avons Presque vu, livide, presque livide. presque livide. Nous avions vu à quel point pendant le match il était rapide, brillant, concentré, mais nous avons vu également qu'il avait encore une demi-heure dans le réservoir et bien, pas bien davantage. Et bien ça, c'est l'histoire de Federer cette année, et ça risque d'être encore plus l'histoire de Federer l'année prochaine, c'est-à-dire quelqu'un qui reste supérieur au reste du champ des joueurs sur un set et sans doute sur 2 sets, qui sur 3 sets s'en tirera encore à l'expérience contre un certain nombre de joueurs, mais qui, je pense, ne peut plus réellement espérer, nous le verrons sans doute malheureusement l'année prochaine, jouer vraiment les premiers rôles en grand chelem. Oui. Ces problèmes d'endurance sont devenus assez flagrants. On a vu Federer faisant de la résistance dans certains matchs. Il a fait de la résistance contre Anderson en quart à Wimbledon, un match qui a duré 4 heures, mais finissant en bougeant à peine. Il a fait de la résistance et de manière héroïque contre Djokovic en demi-finale de Paris-Bercy, mais évidemment à la fin, il était tout à fait carbonisé. Donc on le voit, Federer effectivement, après 1h45 de jeu, commence à ralentir et c'est tout à fait normal. On l'a vu aussi moins en jambes dans certains matchs où on a senti notamment à l'US Open qu'il n'était pas très très bien préparé physiquement et où il était en retard sur certaines exécutions. Et son tennis a évolué en fonction. Il est donc capable de jouer avec des premières balles très puissantes, avec un pourcentage un peu plus faible de premières balles, mais quand il faut, il peut passer des aces et des services extrêmement bien placés. Il est également capable de privilégier sa première balle et de jouer, pas des premières deuxièmes, mais des premières balles qui lui permettent de rentrer dans l'échange avec une certaine position de faveur. Et puis, ça c'était le Federer de 2017, ça aurait dû être le Federer de la consécration absolue, mais il lui a manqué quelques points. Mais c'était le Federer du revers recouvert, frappé. Et on l'a vu cette année que Federer est revenu vers le slice tout simplement parce qu'il est un petit peu plus lent et qu'il ne peut plus vraiment jouer ce tennis-là. Il faut pouvoir rentrer dans le terrain. Voilà, exactement. Et cela est devenu compliqué. Donc c'était finalement l'année à une tristesse peut-être pour les fans de Federer parce que c'était l'année où on a senti le rendez-vous manqué avec l'histoire. On a senti le rendez-vous manqué avec la consécration absolue qui aurait dû avoir lieu en 2017 et se prolonger jusqu'à Wimbledon 2018. En même temps, il y a déjà eu tellement de rendez-vous, pour le coup, non manqués, et au contraire rencontrés avec l'histoire, que pour ce qui me concerne, cette tristesse est assez relative. Je crois qu'à un moment, les joueurs vieillissent et ça fait partie de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Roger Federer essaye malgré tout de trouver des solutions à ça. Et il a le jeu pour, c'est-à-dire qu'il n'a pas, on en parlera peut-être, cet atout presque monstrueux au service qu'est celui de Karlovic et qui lui permet, Audi Karlovic, d'être encore dans le top 100 à un âge où on approche presque de la retraite, tout court. Mais c'est quelqu'un qui peut gagner une grande partie de ses échanges en 2 coups. Et c'est bien entendu un avantage déterminant. Pour la petite anecdote, Ivo Karlovic, qui est évidemment le champion croate au tennis indescriptible, mais qui colossal. Colossal Ivo Karlovic, qui fait plus de 2 mètres et qui a un quotient d'ace par match qui dépasse probablement celui des plus grands serveurs du circuit, y compris John Isner ou Goran Ivanisevic. Ivo Karlovic qui a à présent 39 ans et qui en aura 40 dans quelques jours, qui est le seul joueur qui était encore dans le top 100 cette année à l'âge qui est le sien et qui est natif des années 70, si vous pouvez le croire. Il y a eu un effacement de cette génération cette année. David Ferrer, Estrella Burgos, et on pensait que ça allait être également le cas de Karlovic. Eh bien, Karlovic a dit non, je joue encore des prolongations. Il est sorti du top 100 après le Wimbledon. Et puis, il a rejoué des challengers, il est parvenu à se raccrocher, et donc on le reverra encore à l'Open d'Australie. C'est normal qu'il soit hors norme, parce que c'est un joueur monstrueux, c'est un joueur dont on ne sait pas où se trouvent les pieds et où se trouvent les mains, on ne sait pas où se trouve son coup droit et on ne sait pas où se trouve son revers, on ne sait pas s'il joue des volées en fond de cours ou s'il joue au fond de cours quand il est à la volée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sert, et tout ce qu'on sait, c'est que par la magie du Saint-Esprit, il continue à gagner des matchs. Alors... bonne chance à Karlovic, parce que Karlovic nous donne à la fois notre lot de cinéma fantastique et de cinéma d'horreur chaque année, et ça c'est précieux. Et puis, sincères condoléances et adieu chaleureux à Ferrer, à Stepanek, qui a, je crois, tiré sa révérence en tout début de saison, en toute fin de la saison passée, je crois, en tout début de cette saison, et encore à pas mal d'autres. Qui nous ont donné beaucoup de plaisir. Voilà, la génération, grosso modo, des joueurs nés entre 78 et 82, eh bien, il ne reste à présent plus que l'inénarrable Stéphane Robert, qui n'a pas encore pris sa retraite,
Roger Federer bien sûr, et Feliciano Lopez qui a dit qu'il jouerait encore tant que son classement le lui permettrait. Je crois que c'est tout. Je pense qu'il n'y a plus aucun autre joueur né entre 78 et 82, hormis Karlovic, Ouais. qui écume encore le circuit. Non, non, tu as raison. Et pour nous, évidemment, c'est lourd de sens puisque nous sommes natifs de cette période, donc nous nous identifions Oui, particulièrement à cette génération. c'est un deuil.